La Côte d'Ivoire va abriter en 2024 la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Et il était important pour moi de discuter avec le président de la fédération ivoirienne, le boss, M. Yacine Idriss Diallo, de son projet pour permettre à cette coupe de rester en Côte d'Ivoire. C'est le vœu de tous les Ivoiriens qui, bien évidemment, n'accepteront pas un autre résultat. C'est donc une grande pression. Mais au-delà de cet événement qui est proche, il était question pour moi aussi de comprendre quels sont les véritables chantiers sur lesquels l'exécutif actuel travaille pour pouvoir garantir dans les prochaines années un football ivoirien beaucoup plus reluisant. Il a aussi été question pour moi de parler des sujets importants. Le leadership de l'équipe et notamment la sélection. Pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on a un sélectionneur français à la tête de l'équipe, alors même qu'aujourd'hui, la tendance est plutôt à avoir des nationaux à la tête des différentes sélections sportives. Pourquoi? Bien évidemment, M. Diallo ne s'est caché derrière aucune question et a apporté des réponses très précises pour chacune d'entre elles. Restez donc jusqu'à la fin de cette interview parce que je suis sûr qu'elle va vous permettre de voir le sport, le football, d'une manière totalement différente. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et si je te parle d'entrepreneuriat, parce que c'est grâce à ça qu'on va faire émerger notre continent. Donc si toi aussi tu veux contribuer à faire émerger ce continent, tu t'abonnes et tu actives la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Pour ceux d'entre vous qui sont en Côte d'Ivoire ou alors qui arrivez très prochainement à Abidjan, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. J'ai créé une agence de location de voitures qui mettra à votre disposition, en fonction de votre budget, différents types de véhicules. De la berline au SUV jusqu'au pick-up, nous avons tout ce qu'il vous faut. Il y a un numéro qui s'affiche, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous servir. D'ailleurs, nous pouvons venir vous chercher dès l'aéroport si c'est nécessaire et surtout mettre à votre disposition des chauffeurs expérimentés qui vont vous permettre d'avoir un séjour sécurisé en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas vous prendre plus de temps. Allons rejoindre M. Diallo pour l'interview. Bonjour Idriss. Bonjour Philippe. Merci beaucoup de me recevoir dans tes bureaux. Est-ce que tu peux te présenter déjà pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? Yacine Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football. D'accord, c'est très succinct. Première question, parce que le but c'est qu'on ait un entretien assez franc. Aujourd'hui tu es président de la fédération. Je ne sais pas si tu le sais, mais tu es connu sans que les gens ne sachent forcément que c'est toi, parce que tu as remporté l'élection face à Didier Drogba, la star planétaire du football ivoirien, la star africaine que tout le monde connaît et aime bien. J'ai le sentiment que beaucoup ont considéré que la défaite de Didier Drogba n'était pas simple, dans le sens où on a eu l'impression, vu de l'extérieur au moins, qu'il était victime de beaucoup de changements de règles, comme si on voulait empêcher qu'il puisse se présenter. C'est vrai que tu es très discret dans les médias. Toi qui as vécu cette élection de l'intérieur, qu'en est-il réellement? Oh, je ne veux pas refaire l'histoire. Oui. L'histoire est connue. Donc je ne veux pas la refaire. Je ne ferai pas de commentaire là-dessus. C'est un principe que j'ai. L'élection a eu lieu. Oui. Elle a été transparente. C'est passé devant toute la Côte d'Ivoire et devant le monde entier le 22 avril dernier. Oui. Il y a eu un vainqueur. Vous savez, chaque fois qu'on va parler du passé, qu'on va exhumer le passé, on va ouvrir des blessures, on va ouvrir des douleurs. Et ce n'est pas mon but. Donc ce qui est passé est passé. Ce que les gens ont pu penser, c'est leur droit. Mais les faits sont les faits. Et les faits sont sacrés. Et je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un président de fédération, qui s'appelle Yacine Idriss Diallo, a une équipe qui a été élue le 22 avril dernier et qui est au travail, à la tâche pour la Côte d'Ivoire et qui souhaite que tous les frères ivoiriens, quels qu'ils soient, participent à ce travail. Justement, on va en parler du travail qui est fait en ce moment, mais est-ce que tu comprends quand même que si on a le sentiment que l'élection a été biaisée, même si ce n'est pas vrai, on peut être réticent à vouloir travailler avec un tel candidat ou un tel vainqueur finalement? Mais vous savez, est-ce qu'on peut changer l'opinion de certains qui sont convaincus de choses qui ne sont pas la réalité? La réalité, c'est celle qu'on a connue. Cette compétition a été une compétition ouverte, Oui. libre, transparente. Je pense que tous les candidats qui ont participé, sans citer qui que ce soit, aucun, à l'issue de l'élection, n'a affirmé qu'elle a été biaisée. Oui, Alors si quelqu'un avait été brimé
ou avait été spolié de sa victoire, vous pensez vraiment que cette personne serait restée sans le dire? Non. Y a-t-il eu une seule polémique sur ce plan-là? Non. Donc il faut clore le débat. Mais il y a deux manières de changer le résultat d'une élection. On peut tripatouiller les urnes, ce qui est le plus classique, mais on peut aussi changer les règles, de telle sorte qu'elles sied plus à un candidat qu'à un autre. Je ne dis pas ici que les règles étaient meilleures pour toi ou pas, mais est-ce que ce n'est pas ce côté-là qui a fait quand même qu'il y ait... Parce que les problèmes d'élection dans les fédérations, ce n'est pas le propre de la Côte d'Ivoire. Dans beaucoup de pays, il y a toujours un gros problème parce que les nouveaux candidats, justement, disent que c'est très difficile de compétir avec ceux qui sont déjà là parce que les règles sont taillées quasiment pour ceux qui sont déjà dans le système. Et est-ce que ce n'est pas un peu la difficulté, justement, que des gens comme Drogba ont pu rencontrer? C'est que toi qui, finalement, es dans le football depuis très longtemps, et qui, bien évidemment, je pense que ta légitimité n'est pas à discuter de ce point de vue, mais est-ce que tu ne bénéficiais pas justement du fait que les règles étaient taillées pour quelqu'un comme toi, qui est là depuis longtemps, qui connaît un peu tout le monde et qui... Je pense que ta question est liée à l'ignorance que tu as eue du processus national. Oui. Si tu connais le processus national, tu aurais posé ta question autrement. D'accord. Et comme je ne veux pas rentrer dans une polémique, je ne répondrai pas. D'accord. Je t'invite à aller voir Regardez le pour le processus. Et quand tu comprendras le processus, je pense que tu ne poseras même pas cette question. D'accord. OK. Dernière question là-dessus. Oui. Aujourd'hui, est-ce que tu travailles avec Didier Drogba? Parce qu'au terme de ton élection, je pense que tu as invité tous les candidats à travailler avec toi et ton équipe pour pouvoir faire avancer le football. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une collaboration avec Didier Drogba ou son équipe? Sans vouloir faire la publicité d'une autre chaîne de télévision, j'ai répondu à cette question sur le plateau de Canal il y a plus d'un mois et demi. Oui. Et j'ai été très clair. Je dis, sans langue de bois, je ne travaille pas avec Didier. Mais je ne désespère pas que Didier, qui est un monument du football ivoirien, qui est un monument du football mondial, qui est une icône planétaire en tant que footballeur sur le terrain, je ne désespère pas qu'il nous rejoigne dans le travail que nous faisons actuellement en Côte d'Ivoire pour notre pays. En l'occurrence, monter une équipe commando pour aller chercher la CAN en 2024, en l'occurrence organiser la meilleure CAN possible dans notre pays. Donc voilà ma réponse là-dessus. Très bien, ce premier chapitre est terminé. Arrivons donc sur ton gros chantier à venir, la CAN 2024. Est-ce qu'on a une date aujourd'hui? On n'aura plus de glissement de date? Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui de la prochaine échéance? Ce n'est pas moi qui décide, c'est la CAF. Et la CAF a décidé de reporter pour tenir compte des pluies diluviennes qui ont lieu en juin et juillet en Côte d'Ivoire. Je pense que tu vis en Côte d'Ivoire, tu as vu ce qu'on a vécu cette année. Récemment, oui. Donc on ne peut pas jouer au football dans ce contexte-là. C'est la raison pour laquelle la CAN a été décalée de 6 mois. Et les dernières informations que j'ai de la CAF, c'est que la CAN se tiendra effectivement, Inch'Allah, en janvier et février 2024. D'accord. Il n'y aura pas de glissement, il n'y a pas de raison. Très bien. Est-ce que l'équipe ivoirienne sera prête? Je l'ai aussi dit aux Ivoiriens, je ne triche pas. Je ne suis pas quelqu'un qui va parler pour parler. Notre équipe, si on se base sur le résultat de la dernière CAN qui a eu lieu en janvier 2022, donc cette année, ça ne fait pas un an, on est sorti en 8e de finale. Oui. Donc on fait partie des équipes qui sont dans la deuxième partie du tableau. Oui. Ça, c'est notre niveau actuel. Je suis élu, je prends un coach, je prends une équipe, je suis en train de travailler à rebâtir une équipe. Ce travail, nous sommes en train de le faire. On a eu une fenêtre FIFA au mois de juin, on en a eu une au mois de septembre, on en a eu une au mois de novembre, on en aura une autre au mois de mars prochain. On travaille à rebâtir une équipe. Et on espère pouvoir avoir un commando, c'est le terme que j'ai utilisé, un commando qui sera prêt pour la CAN qui aura lieu en 2024. Donc c'est un processus qui est en train de se faire. Nous avons des joueurs de qualité. L'objectif est de gagner cette CAN. Mais bien sûr, on y va pour ça. On y va pour ça. Parce que quand tu dis qu'on est une équipe de deuxième rang... Non, il faut bien... Je te situe le contexte. Et je quand situe le moment. Ok, voilà, il ne faut pas sortir du contexte. Okay. Et je dis qu'on bâtit une équipe pour pouvoir être prêt pour 2024. On ne va pas aller à 2024 avec des excuses. Non, on n'ira pas avec des excuses. On ira avec tous les moyens en notre possession pour la gagner. Si l'équipe de Côte d'Ivoire ne gagne pas cette CAN, est-ce que tu vas démissionner? Où est le rapport? Est-ce que j'ai été élu pour la CAN? On voit ça ailleurs. Il y a des managers qui, quand l'équipe n'atteint pas la performance, ils disent « mon management n'a pas été bon, je vais retirer ». Est-ce que dans mon mandat, je dis que je suis élu pour la Coupe d'Afrique 2020? C'est vrai. Faut pas, c'est-à-dire que là, c'est des questions de polémique et qui vont faire le buzz. Oui. Mais ça n'a aucun intérêt pour moi. Moi, je suis un manager. J'ai été élu sur un projet. Et dans ce projet, il y a plusieurs aspects. Oui.
D'accord. Je veux qu'on en Il y parle. a les aspects formation, il y a les aspects gouvernance, Oui. il y a les aspects football des jeunes, Oui. il y a les aspects football féminin, il y a les aspects organisation financière, il y a tous ces aspects-là. On va en parler. Et il y a la CAN. CAN. Oui. Donc, mon moment n'est pas battu Je autour de te la pose CAN. certaines questions parce que ce sont des questions communément qui se posent en réalité. Hein. Je me fais un peu le... Non, mais je comprends, de- je comprends. Et je Mais suis tout à fait à l'aise. ça fait partie de l'exercice. Oui. Du coup, il y a quand même une question qui est beaucoup revenue. Oui. Le choix, et ça c'est ton choix, Oui. le choix du sélectionneur de l'équipe de football de Côte d'Ivoire. Oui. On a 5 équipes qui sont actuellement au mondial. Oui. Pour la première fois de l'histoire, Oui. avec 5 sélectionneurs Oui. issus des pays. Et je pense que c'est un enjeu aujourd'hui qui est quand même assez global en Afrique, c'est cette volonté pour les Africains de s'émanciper un peu et de gérer par eux-mêmes leurs affaires. Pourquoi ce choix d'aller prendre un sélectionneur étranger alors même qu'en Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui sont habilitées à pouvoir gérer cette sélection et constituer ce commando que tu cherches? Alors là, on est encore dans une logique que j'appelle de polémique. Je vais juste faire un rappel, Oui. mais qui est factuel. Le Maroc a été qualifié par Raphaël Dalilozic. Tout à fait. Donc, ce n'est pas un Marocain qui les a qualifiés. Oui. D'accord? il est- Non. Oui. Je continue. Vas-y. Le Cameroun a été qualifié par un Portugais. Tout à fait, qu'on sait ça. Oui. Donc, ce n'est pas un Camerounais qui les a qualifiés. Donc, arrêtez de revenir à ce genre de polémique. On ne choisit pas un entraîneur pour la couleur de sa peau, pour son origine, pour son ethnie ou pour son pays. On choisit un entraîneur pour ses compétences. Ma vision, elle a été très simple. J'ai fait un appel à candidature. Ceux qui y ont répondu et qui remplissaient les conditions m'ont permis d'arriver à ce choix-là. Donc, si j'avais eu dans les personnes qui avaient répondu un Ivoirien remplissant les conditions et ayant les compétences, je dirais, remplissant toutes les cases, mais il aurait été là. Je n'en ai pas eu. Donc, celui qui remplissait toutes les cases, c'est M. Gassé, que nous avons choisi et en qui nous avons une totale confiance. Ce n'est pas un problème d'Ivoirien, de ne pas être Ivoirien. Non, je ne suis pas du tout dans cette logique. Mais est-ce que tu ne comprends quand même pas que, au niveau de la Fédération ivoirienne de football, ce n'est pas qu'une question de compétence, il y a aussi une question de représentativité, il y a aussi une question de leadership. C'est beaucoup de choses derrière un poste. Ce n'est pas juste la compétence. Un entraîneur est recherché pour sa compétence. Il n'est pas recherché pour... Il n'a rien d'autre à faire qu'être compétent, entraîner son équipe et la faire avancer. Oui, mais est-ce que Il y tu a as pas déjà autre chose. vu un pays comme la France Oui. avoir un sélectionneur autre qu'un sélectionneur français? Et pourtant, il y a des sélectionneurs qui sont plus performants que les sélectionneurs français. Ah, je vois que tu n'as pas une grande expérience du football mondial. Le football français a été refait par un Roumain qui s'appelle Stéphane Kovacs, qui était l'entraîneur de l'Ajax d'Amsterdam. C'est celui-là qui a fondu le football français dans les années 80 pour que derrière, il y ait des entraîneurs français. Mais est-ce qu'il était sélectionneur de l'équipe de France? Mais ce n'est pas le même niveau. Nous parlons de quoi? Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une différence effectivement entre quelqu'un qui peut faire un travail de fond à la DTN et un poste de sélectionneur de l'équipe nationale. Mais nous parlons de quoi? Nous parlons de pays qui ont 100 ans, qui ont 200 ans de niveau de pratique de football. Nous, on parle de pays qui sont des pays aujourd'hui qui ont commencé à jouer au football au plus haut niveau dans quelle année? Donc, pour l'instant, les critères que nous avons arrêtés, c'est ces critères-là qui ont permis de faire l'appel à candidature. Après, la critique est aisée. L'art est beaucoup plus compliqué et difficile. Donc, c'est très facile d'être dehors et dire yaka, yaka, yaka. Nous, ici, on a travaillé sur des bases qui sont des bases rationnelles. On a tracé des profils, on a mis des cases et on a fait un appel à candidature. Et dans cet appel à candidature, celui qui répondait aux cases, ben, c'est celui-là. La Côte d'Ivoire a eu 2 CAN. Le premier CAN a été gagné par un Ivoirien, le deuxième CAN a été gagné par un Français. Donc pourquoi vous voulez qu'on s'appuie sur... le Sénégal, le Cameroun a gagné combien de CAN? 5. Il y a combien de Camerounais qui ont gagné la CAN avec le Cameroun? Pas beaucoup. Peut-être 0. Voilà. Donc on parle de quoi? Donc il faut qu'on revienne au simple. Mais oui, je reviens donc à la question. Oui. Est-ce que ce n'est que pour toi, après c'est une vision du management, mais pour toi c'est juste le résultat qui compte, peu importe le moyen? Est-ce que le moyen ne compte pas aussi? Parfois plus que le résultat Ce même? qui importe pour moi au plan sportif, c'est le résultat. Ok. Vous savez, quand vous dirigez une fédération, mais c'est toi tout à l'heure qui me disais si on ne gagne pas la CAN, est-ce que je vais démissionner? Ne pas gagner la CAN, c'est quoi? C'est le résultat. Oui. Mais alors, pourquoi tu me poses une question là et tu viens me poser une question contraire après? Rien que parce que tu veux entraîner une discussion. Faut qu'on soit... Moi, je suis quelqu'un de cohérent. Je suis rationnel, je suis mathématicien de formation. Ok. Je suis dans des cadres. Et quand vous êtes dans des cadres de raisonnement, en général, vous pouvez vous tromper. Mais le cadre vous amène à un résultat qui est un bon résultat.
Donc voilà, je suis dans ma logique. J'ai fait un appel à candidature, j'ai mis des cases, voilà. C'est pour ça que pour moi, ce débat, bon, c'était un débat, voilà quoi. Mais aujourd'hui, on a la chance, et c'est une très bonne chose, d'avoir des sélectionneurs africains à la tête de leur sélection. Et je suis très fier d'Aliou Cissé, très fier de ce qu'Aliou a fait. Mais regardez le parcours d'Aliou. Aliou a commencé, ça fait plus de 10 ans, comme adjoint, ainsi de suite, avant de prendre. Il a échoué combien de fois? On a voulu le chasser même il y a 2 ans. Et puis aujourd'hui, il a gagné. C'est un parcours. Donc en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous avons des sélectionneurs. Le coach Gassé a un adjoint qui est ivoirien. Il s'appelle Emers Faye, qui a tous les diplômes, qui est un jeune qui est en préparation. On a d'autres coachs comme Aïdara Swalio qui ont qualifié la Côte d'Ivoire pour le CHAN. Ils sont aussi en instance. Donc on verra comment les choses vont évoluer. On a des Ivoiriens qui sont en train d'être formés, qui sont à l'étranger, mais qui n'ont pas postulé. Mais quand ils seront prêts, qu'ils postuleront, peut-être qu'ils auront des responsabilités. Mais pour moi, la nationalité n'est pas un drapeau qui garantit la compétence. Ce que je recherche, moi, c'est quelqu'un qui remplisse des cases en matière de compétences et qui peut faire avancer mon projet. D'accord, très bien. Autre aspect, du coup, parce qu'il y a beaucoup de sujets que je veux aborder avec toi en peu de temps. Je veux qu'on parle de l'aspect très polémique des finances. Les fédérations de football sont souvent le lieu, malheureusement, de beaucoup de magouilles. De manière historique, la Côte d'Ivoire ne fait pas exception. Comment tu fais, toi, pour t'assurer que sous ton management, tous ces problèmes de gestion, de corruption, de pots de vin, de bacs chiches et autres, soient définitivement enterrés? Alors, d'abord, je tiens à te dire que ce n'est pas l'apanage de l'Afrique. Oui. Il y a plusieurs continents qui sont concernés par ces problèmes. Après, quand j'ai présenté mon projet, la gouvernance fait partie des points les plus importants. Donc, nous sommes en train de dérouler notre projet de gouvernance avec une commission des finances qui est dirigée par M. Yao Georges, qui est expert comptable agréé, donc qui a la responsabilité de mettre en œuvre toute notre politique financière. Et je suis convaincu qu'elle va se faire dans les meilleures conditions possibles. J'ai aucun doute là-dessus parce que c'est un des points les plus importants. D'ailleurs, je t'invite, on a une assemblée générale dans 72 heures pour présenter les projets de la fédération. Tu verras qu'au plan de la partie gouvernance, les choses sont en train d'être prises en charge. Donc là-dessus, j'ai absolument aucun souci. C'est quelque chose qui est très clair dans mon esprit et ça va fonctionner. D'aucuns disent que quand on vient à la tête d'une fédération, en Afrique, c'est pour s'enrichir. Je n'ai pas fait. Dieu m'a fait grâce. Ceux qui me connaissent, qui connaissent mon passé, qui savent ce que je fais. Ceux qui mangent n'ont pas toujours des... C'est ça qui est paradoxal, c'est que parfois ceux qui mangent étaient déjà rassasiés avant de manger l'argent de la fédération. Je ne suis pas concerné par ça. Je ne suis vraiment pas concerné. Ça fait vraiment... Au-delà de ta personne. C'est un aspect sur lequel... Oui. Au-delà de ta personne, comment tu fais pour que, même après toi, que la fédération soit un lieu dans lequel il devient quasi impossible pour quelqu'un de venir se servir? Parce que c'est aussi ça, c'est établir des institutions. Je te parlais des règles de gouvernance qui vont être faites par la commission finance. Ok. C'est ça. Mais ça, c'est pendant ton mandat, mais après toi? Non, mais les règles qui sont établies, elles ne sont pas établies pour moi. Ok. Elles vont être établies et elles vont rester immuables jusqu'à ce que d'autres personnes viennent les changer. Donc ce sont ces règles de gouvernance-là qui vont nous guider. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où nous avons des contrôles de la FIFA. Nous avons des contrôles de la CAF. Et nous avons nous-mêmes en place nos propres contrôles. Donc, je pense que l'organisation va être faite pour que ce type de problème n'existe plus. C'est la transparence que nous allons promouvoir. Et dessus, vraiment, je suis très à l'aise parce que j'ai un collaborateur compétent, je répète, qui est M. Yao Georges, il était associé à Deloitte. Il est aujourd'hui, c'est quelqu'un de très très haut niveau. Et qui plus est, il n'était même pas dans mon équipe. Il était avec mes adversaires, pour vous dire. Donc, je n'ai pas choisi quelqu'un qui est proche de moi. Il était dans le camp adverse. Ok. Voilà, il t'a rejoint. Et je lui ai demandé de venir me rejoindre pour apporter sa contribution. Parce qu'au cours des différentes assemblées générales qu'on a eues, il était pointu, brillant pour défendre tout ce qui est aspect financier et gouvernance. Donc je lui ai demandé de venir. Ce n'est pas contre M. Yao, mais je veux juste te dire, la compétence n'implique pas l'éthique. On peut être très compétent et avoir une éthique qui est douteuse. Ce n'est pas le cas forcément de ce monsieur. Je dis juste que, voilà, on peut être très compétent. Ça encore, je répète, c'est la polémique du journaliste que tu es. Est-ce que la compétence induit de ne pas avoir l'éthique? Non, pas du tout. Donc pourquoi tu prends le côté? Non, parce que je t'ai posé une question par rapport à l'éthique et tu as dit 2 fois la compétence. Oui. Je dis juste qu'il peut être très compétent. Mais si tu mets des règles de gouvernance, l'éthique est à l'intérieur. Oui. Pourquoi tu veux sortir l'éthique des règles de gouvernance? Moi, je t'ai parlé d'une gouvernance. Tout à fait. La gouvernance comprend une organisation
Elle comprend des règles Oui. et elle comprend de l'éthique. Tout à fait. Donc c'est cet ensemble-là de ça que je parle. Mais toi, tu me sors un élément pour insister sur l'éthique. L'éthique fait partie des règles de Tout à gouvernance. fait, on est d'accord. Donc, On est totalement d'accord. OK. Le problème du football, tel que moi je l'analyse, comme beaucoup d'Africains, je suis un passionné de football aujourd'hui en Afrique, c'est la base. On est dans des équipes nationales dans lesquelles, malheureusement, on se bat pour aller chercher des binationaux que nous n'avons pas formés. C'est le cas avec beaucoup de nos fédérations. Après, aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel on est un peu dans la course des talents, ce qui est un peu normal d'aller chercher. Mais comment, toi, à ton niveau, tu comptes travailler en profondeur pour que le football ivoirien continue de produire lui-même ses pépites? Et puis qu'il n'y ait plus besoin d'aller chercher à gauche, à droite des joueurs qui vont venir compléter l'équipe nationale, un peu malheureusement parfois comme des mercenaires. C'est-à-dire, ils sont là parce qu'en fait, le pays duquel ils sont originaires ne les a pas sélectionnés et ils se souviennent qu'ils ont un parent africain et ils peuvent aller en Coupe du Monde. D'accord. Là encore, il faut qu'on sorte du monde des bisounours. Oui. On est dans un monde réel. Oui. Le monde réel, c'est que toutes les équipes vont chercher à prendre les meilleurs joueurs qui ont leur nationalité. Tout à fait. Fussent-ils binationaux. Oui. D'accord? Donc déjà ça, il faut qu'on mette la base. Concernant le football des jeunes, en Côte d'Ivoire, nous sommes en train de restructurer complètement le football. Ça fait 5 ans qu'il n'y a pas eu de compétition de jeunes. Donc moi, je suis arrivé, on est en train de tout remettre à plat. En 2023, on aura des compétitions des jeunes. Ça, c'est un engagement. Mais c'est déjà en train d'être fait. Tout est en train d'être fait. En 2023, on aura une équipe de U20 qui va participer à un tournoi en Europe, qui est le tournoi de Montaigu, Oui. et puis au tournoi de Toulon. On est en train de préparer. Donc, on y travaille. Mais quand tu commences à former des gens en 2022, de moins de 20 ans, tu les auras peut-être opérationnels dans 4-5 ans. Oui. Mais une partie de ceux-là ne va peut-être pas rester en Côte d'Ivoire, va aller en Europe. Oui. Donc va aller s'expatrier. Mais rien ne prouve que ces gars-là vont réussir des carrières mirobolantes. Mais tu auras une bonne base, puisque tu auras maintenant les compétitions des jeunes. Donc on va y travailler. Maintenant, les meilleurs vont aller en équipe nationale. Mais si nous avons en Europe des binationaux qui sont capables de nous apporter, on va aller les chercher. On ne va exclure personne. Dès lors que tu es ivoirien, sélectionnable en équipe de Côte d'Ivoire, ta place est là si tu peux nous apporter quelque chose. Moi, je ne suis pas dans la logique de dire les binationaux. Les binationaux, c'est des Ivoiriens comme nous, ou des Camerounais comme nous, ou des Sénégalais comme nous. L'essentiel, c'est qu'ils apportent leur contribution au football national. Moi, j'ai vécu des périodes ici où l'équipe nationale était constituée à 90% de joueurs locaux. Oui. Mais c'est lié aussi au niveau du football local. Tout à fait. Notre football local a chuté. Moi, je donne le cas de la Côte d'Ivoire. Chaque fois qu'un attaquant ivoirien marque à peine 10 buts dans le championnat, la saison qui suit, il est parti. C'est pour ça que nos équipes, par exemple, qui vont au Chan, n'arrivent pas à aller loin. Parce que dans les pays du Maghreb, ils ont les salaires 3 fois, 4 fois, 10 fois plus importants que les nôtres. Donc, ils arrivent à retenir leurs gars localement, ce que nous, on ne peut pas faire ici. Donc, ce travail-là, c'est un travail de formation, mais c'est un travail de restructuration de notre environnement économique, c'est de l'environnement, de l'écosystème, pour générer des ressources supplémentaires permettant de conserver nos joueurs le plus longtemps possible dans nos pays. Donc, c'est un travail qui, c'est pas un travail de 24-48 heures. Mais tout le monde a ce problème. Le Brésil a ce problème. Le Brésil a ce problème, mais les meilleurs joueurs brésiliens, ils partent. Oui. D'accord. Justement. D'accord. Très jeune, 17 ans, 16 ans, ils sont partis. Mais le Brésil a un bassin de population qui lui permet. C'est vrai. C'est pas le même cas que chez nous. Tu vois. Donc, le problème qui se pose, ce n'est pas un problème propre. Hein. Et l'Europe donne les meilleures conditions. Je regardais hier, on parle de ça, c'est un cas précis. Je regardais le gamin Mbolo qui a marqué le but contre le Cameroun. Mais c'est un gamin, vous voyez son histoire, il a quitté le Cameroun à quel âge? Sa mère l'a emmené, il a joué pour la Suisse. Mais Mbolo, s'il ne jouait pas pour la Suisse, qu'on le prenait au Cameroun, est-ce que c'est un scandale? C'est un Camerounais. Donc, il faut qu'on simplifie les choses. Les meilleurs joueurs, qui soient dans nos pays ou qui soient dans les pays européens, qui peuvent apporter quelque chose à leur sélection, il faut leur donner la possibilité. Je suis d'accord avec ça, mais je pense quand même que l'un des problèmes qu'on a chez nous, c'est le développement, c'est comment j'appelle le développement importé. C'est-à-dire qu'on va par exemple construire un immeuble, mais tout dans cet immeuble vient de l'étranger. Et au final, oui, on a le bel immeuble qui est ici, qui nous sert, mais en fait, on n'a pas l'expertise ni la technicité qui permet de pouvoir dupliquer ça sans avoir besoin de dépendre de l'étranger. Et si les autres
parviennent à prendre nos talents bruts ici pour les peaufiner, l'idéal pour nous, si on veut avoir un vrai système, c'est que nous aussi, on a un système là où on travaille et on peaufine ces jeunes. Et je me dis que c'est peut-être aussi ça le gros travail, enfin l'une des choses à faire dans une fédération comme celle que tu diriges. C'est ce que nous sommes en train de faire. D'accord, ok. Parce que ça me rassure, parce que pour moi, si on ne fait pas ce travail, on va toujours qu'on est en train de dépendre. restructurer. Oui. Et qu'on va avoir déjà des jeunes qui vont aller dans les compétitions. On est en train de faire un travail. Mais c'est un travail qui ne va pas porter ses fruits avant 4-5 ans. Tout à fait. Voilà, il faut être très très lucide. Non, si on dit aux Ivoiriens que dans 4 ans, ils vont avoir une équipe compétitive en Coupe du Monde, je pense que tout le monde signe. Hein. Voilà. Et non, c'est pas sûr. On va avoir des joueurs de qualité. Ils ne sont pas forcément compétitifs en Coupe du Monde. Hein. Parce que pour être compétitif en Coupe du Monde, c'est une autre étape. Parce que tu peux avoir de très bons joueurs formés ici qui sont capables, mais s'ils n'ont pas le niveau de la haute compétition, ils n'y arriveront pas. Ils vont faire comme nos frères sénégalais, ils se sont battus la dernière fois, ils ont bien dominé, et comme on appelle les Pays-Bas. Et puis malheureusement, ce qui nous manque, la concentration, les 15 dernières minutes, on perd la concentration, on prend 2 buts. Quand tu regardes le résultat du match, on a perdu 2-0. Mais le Sénégal a beaucoup mieux joué que les Pays-Bas. Voilà. Voilà, donc c'est tout ça, c'est la haute compétition. Ils se sont rattrapés, aujourd'hui ils ont gagné. Oui, je suis très content pour eux d'ailleurs, je suis très fier d'eux. C'est la haute compétition qui nous permet de faire la différence. La formation est une chose, mais l'accès à la haute compétition fait la différence. Comment on fait donc? Est-ce qu'aujourd'hui, j'imagine que ça fait partie de tes axes de travail pour élever le niveau du championnat? C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc on est en train d'élever le niveau du championnat. On a en Côte d'Ivoire pour la première fois fixé un salaire minimum, ce qui n'existait pas auparavant. Pour les footballeurs? Pour les footballeurs, ce qui n'existait pas. On a combien? Fixé de 160 000 francs CFA. Si vous ajoutez les primes, il se retrouve avec 250 000 francs CFA par minimum. mois. Et les clubs se sont engagés à tenir... Oui, bien sûr, on a pris un engagement avec tous les clubs, puisque la fédération finance les clubs à travers des subventions. Donc on a eu je vous parlais tout à l'heure de gouvernance, notre commission finance, on met les fonds à disposition. Sur les fonds mis à disposition, il y a une partie qui est consacrée au salaire des joueurs. On va opérer derrière des contrôles. Voilà. Donc on est en train déjà de permettre à nos joueurs de vivre décemment de ce qu'ils ont. Ça veut dire qu'ils vont être figés là. Ça va nous permettre d'évoluer, d'améliorer le niveau du championnat. Le sponsoring, voilà. Est-ce que tu as mis en œuvre une politique pour attirer plus de sponsors pour la fédération? Oui, on ne fait que ça. Il faut regarder, on ne fait que ça. Et on en a de plus en plus par la grâce de Dieu. Donc, on pas que des locaux, hein. Pas que des entreprises locales. Les entreprises ne viennent pas chez toi si elles n'ont pas d'intérêt économique. Bien sûr. Donc pourquoi tu veux qu'une entreprise internationale vienne en Côte d'Ivoire si elle n'a pas d'intérêt économique? Donc c'est l'intérêt économique local qui justifie qu'on fasse un investissement en sponsoring. Et donc ça, oui. Après on a une ou deux entités sur lesquelles, qui ne sont pas localement, mais qui ont un intérêt économique local, qui sont en train d'essayer de venir. Alors on en parlait tout à l'heure avant cette interview des mandats. Est-ce que tu as une vision de ton mandat en termes de je dois accomplir ceci, après je m'en vais, ou alors, comme c'est d'usage dans le football, on ne change pas l'équipe qui gagne? Je vais te renvoyer au président Biya. Ok, et qu'est-ce que tu m'avais dit sur le président Biya? Ce qu'il a dit la dernière fois quand le journaliste français l'a interrogé, il lui a dit j'ai 7 ans de mandat, ça fait 2-3 ans, donc je calcule. Donc, avant la fin de mon mandat, je vous dirai si je vais au village ou si je reste. Donc, c'est la réponse que je te donne. Donc, pour le moment, tu travailles. Voilà, je suis concentré sur mon travail. Écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous recevoir rapidement pour faire cette interview. J'espère qu'on aura une deuxième partie, peut-être juste avant la CAN ou alors juste après la CAN, j'en sais rien. Mais je pense que c'est un objectif quand même important sur lequel il va être important de revenir pour faire vibrer tout le monde de la belle fête que ça va être pour le football. Mais juste avant de se séparer, est-ce que je te laisse simplement nous donner le mot de fin? Non, simplement dire que cette interview d'ailleurs va surprendre beaucoup de monde parce que ça fait 4-5 mois que je ne parle plus. C'est une décision. Et j'ai décidé de te parler parce que je t'ai rencontré. Je n'étais pas encore président de la fédération. On a eu un long échange dans un avion. On a échangé sur un certain nombre d'aspects. Et tu avais un certain nombre de visions, de convictions. Je t'ai dit, voilà comment ça va se passer. Et puis voilà ce qui s'est passé. Et tu as dit, tu as souhaité qu'on parle. J'ai voulu qu'on parle. Parce que simplement, je considère que des jeunes comme toi, qui ont la volonté de faire évoluer l'Afrique et le continent, il faut les accompagner. Merci. Donc j'ai décidé de faire cette interview pour t'accompagner. Même si je sais que par derrière, d'autres diront, il aurait dû la faire avec moi, il a refusé. Mais c'est un choix qui est clair. Et donc, je prie que ton média continue d'avancer. Et puis, nous, en tant que président de la Fédération de football, avec mon comité exécutif, nous, on est au travail, on est à la tâche
pour faire avancer le football ivoirien. On fera de notre mieux et on espère que tout se passera bien. Voilà, rien d'autre. Merci beaucoup. Merci à toi. Le pied qu'on puisse te souhaiter, c'est du succès en tout cas. Merci. Et beaucoup de réussite. Merci beaucoup. Merci.